Ce soir, à Format 30, nous rencontrons M. Michel Brunet, historien de grande réputation, ex-directeur du département d'histoire de l'Université de Montréal de 1959 à 1967. Son œuvre est importante et elle n'est pas terminée. Signalons, entre autres, Canadiennes et Canadiens, études sur l'histoire de la pensée des deux Canadas, publié chez Fides. Aussi, La présence anglaise et les Canadiens, publié chez Beauchemin. Québec, Canada anglais, deux itinéraires, un affrontement, publié chez HMH. Les Canadiens après la conquête, 1759-1775, chez Fides. Ce dernier livre a reçu le prix littéraire du gouverneur général et le prix France-Québec. Et tout récemment, M. Michel Brunet recevait le prix Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'ensemble de son œuvre. M. Brunet. Bonsoir. On n'a même pas besoin de vous féliciter, c'est sous-entendu. Je remercie les sous-entendus. Au tout départ, j'aimerais bien que vous nous disiez, vous, l'historien que vous êtes, quelle était votre appréciation quand vous étiez enfant, à la petite école d'abord, de l'histoire que l'on vous enseignait, de la façon dont on vous enseignait l'histoire? L'histoire m'a toujours intéressé. Au début, ce sont des histoires. Je me souviens que ma mère m'a déjà rappelé que j'avais des contes de Perrault avec le texte au bas en gros caractères et les gravures, et que je l'avais obligé à me lire tellement souvent les textes que j'avais à peine 2 ans, 3 ans, et je retournais la page au mot exact où il était rendu. Tellement que les gens s'imaginaient que je savais déjà lire. Alors je pratiquais ensemble la méthode de la balle qui sera utilisée plus tard. Et ensuite, à l'école, j'ai dû certainement avoir des professeurs qui ont su me rendre d'histoire intéressante. Je me rappelle, on faisait de l'histoire simple, vous vous rappelez. Oui. Eh bien, je sais que d'autres ont trouvé ça bien ennuyeux. Et moi, j'ai trouvé cela intéressant. Ensuite, je me souviens en 5e année, c'est-à-dire la 6e d'aujourd'hui, parce qu'à notre époque, nous commencions par l'année préparatoire, alors enfin, il faut ajouter une année de plus. Je me souviens un professeur qui, tous les soirs, un quart d'heure avant la fin de la classe, nous lisait des récits, soit de missionnaires, soit d'aventuriers, soit des récits historiques. Et je me souviens que j'étais pendu à ses lèvres, il devait avoir le don de lire. Et ensuite, un peu plus vieux, j'avais un oncle qui avait une bibliothèque formidable. Or, je suis venu à l'histoire directement par le roman historique. J'ai lu Alexandre Dumas, j'avais lu tout Alexandre Dumas entre 13 et 15 ans, à peu près. Et puis là, je me souviens que j'étais abonné à la bibliothèque municipale aussi. Et un temps, j'avais 3 ou 4 abonnements, je venais chercher les volumes dans une valise. Et je me souviens, par exemple, qu'un des premiers volumes d'histoire que j'ai dû lire, j'avais peut-être à ce moment-là 15 ou 16 ans, c'est que partant d'Alexandre Dumas, j'étais venu me chercher une biographie de Richelieu. Et ensuite, je me rappelle d'avoir lu une biographie de Louis XIII. Et c'est la biographie, naturellement, qui m'a amené à l'histoire. Mais j'avais commencé plutôt par une biographie de Garcia Moreno, là, quoi, à l'école. J'avais fait lire ça, je devais avoir 10 ans. Ça vous avait passionné? Oui, ça m'avait passionné. Et puis, à part ça, nous avions une bibliothèque à l'école où j'étais, parce que les écoles de Montréal n'avaient pas de bibliothèque. Non. Alors, l'école où j'étais, Saint-Pierre-Claver, chez les frères de l'instruction chrétienne, les frères eux-mêmes avaient une bibliothèque qu'ils avaient organisée. Nous devions payer pour avoir nos livres, c'était 2 sous. Et je me souviens que je faisais des courses pour ma grand-mère, et la monnaie qu'elle me donnait pour mes courses, eh bien, je m'achetais des coupons où j'aidais les frères à relier les volumes pour avoir des crédits, pour pouvoir me procurer des livres. C'était une soif de lecture insatiable. Oui, ça, j'ai dévoré. Enfin, j'ai le dos rond, c'est pas pour rien. Mais toujours, donc là, vous venez de nous expliquer que c'est par le biais de l'aventure que vous trouviez dans Alexandre Dumas, le récit d'aventure, que vous êtes intéressé à l'histoire. Oui, c'est parce que l'histoire est passionnante. Enfin, pour moi, elle est passionnante, du moins. Et déjà, là, elle commençait à être passionnante avec Alexandre Dumas. Et vous avez décidé de devenir enseignant, mais pas spécialement professeur d'histoire. Non, bien, c'est qu'à ce moment-là, je finis mes études. Nous sommes en pleine crise économique. Ma famille elle-même n'en a pas souffert, mais toute la société, en somme, dans une situation difficile. Parce que vous apparteniez à un milieu disons, comparativement là, à la situation des autres, ça, j'ai été privilégié.
Et puis, à ce moment-là, je me souviens, je pensais au droit. Alors, ceux que je connaissais, plus âgés que moi, qui étaient déjà reçus avocats, ben, vendaient de l'assurance, vendaient de la vaisselle, vendaient toutes sortes de choses, mais ils ne pratiquaient pas le droit. Et puis, ils ne trouvaient même pas de preneur pour ce qu'ils vendaient. Je me souviens, quelqu'un m'avait dit que les 4 5e des notaires et des avocats, bien, leur bibliothèque n'était même pas payée. Ça a dû vous toucher, ça. Oui, bon. Alors, ensuite, la médecine, mes amis, la plupart de mes amis allaient en médecine. Non, la médecine ne m'intéressait pas. Et j'avais travaillé au bureau de poste pendant les fêtes et j'avais rencontré des jeunes qui étaient étudiants à l'école normale, Jacques Cartier. Et l'enseignement m'intéressait. J'habitais près de l'université puisque je suis né à Côte-des-Neiges, j'ai toujours habité à Côte-des-Neiges. Et puis mon rêve, c'était d'aller à l'université. Oui, mais l'enseignement, est-ce que ce n'était pas encore moins payant que le droit ou la médecine? Non, je vous avoue, financièrement, je ne m'arrêtais pas. L'aspect financier d'une carrière ne m'a jamais arrêté. Ça n'entrait pas dans mon champ de vision. Ah, oui. Et puis, alors à ce moment-là, donc, je me décide de l'enseignement. L'enseignement secondaire était monopolisé par les clercs. L'enseignement universitaire... Vous n'aviez pas la vocation Non, ça, je n'ai jamais eu la vocation. Je sais que ma grand-mère a souvent prié pour que je l'aie, mais enfin, c'est une pression très discrète chez elle. Et puis, ensuite, là, à ce moment-là, l'enseignement me tentait, mais à l'université, vous n'aviez aucun professeur de carrière à ce moment-là à la faculté de droit. Le premier entrera en 1943, je crois. Quelques professeurs de carrière à la faculté de médecine, et en général, c'était des étrangers plutôt que des indigènes. Alors, ensuite, en lettres, ben, il fut un temps où M. Duroux se promenait dans les corridors et disait « Je suis la faculté des lettres ». Et c'était vrai. Et c'était vrai. Même à la faculté des lettres, il y avait un professeur de langues étrangères qui enseignait à lui seul 3 ou 4 langues étrangères, et les littératures en plus. Ça, c'était pas riche dans l'enseignement. Non. Alors, et donc, il y avait l'enseignement primaire. C'était le seul canal de promotion qui s'ouvrait pour un laïc dans l'enseignement à ce moment-là. Alors, j'ai décidé d'aller à l'école normale Jacques Cartier. Et puis, vous avez obtenu un peu plus tard votre licence en sciences sociales, en économie oui, et en politique. devenu instituteur, je suivais les cours à la faculté des lettres et à la faculté des sciences sociales, parce que l'université était déménagée entre-temps sur la montagne. Alors, je suivais les cours, un temps, j'avais des cours 3 soirs par semaine, et puis même 4 soirs par semaine, un temps. Alors ensuite, j'ai obtenu ma licence en sciences sociales, économiques et politiques. J'ai obtenu ma maîtrise en histoire. J'aime rappeler ici que mon patron de thèse était Jean-Marie Nadeau, justement. C'est avec lui que j'ai travaillé ma thèse de maîtrise qui portait sur l'histoire des États-Unis, des relations entre le Canada et les États-Unis. Donc, à ce moment-là, votre goût là, pour l'histoire s'intensifiait toujours. Oui, là, il commence déjà à avoir une concentration. Oui. Parce que vous voyez, j'avais ma thèse de maîtrise sur les relations canado-américaines. Oui. Ensuite, j'attendais l'occasion qu'il y ait une vacance à l'université pour, en somme, poser une candidature. Et à un moment donné, j'apprends que quelqu'un qui enseignait en histoire, qui n'était pas un professeur de carrière, mais un chargé de cours, se retirait. Et alors, je demande une lettre de recommandation à M. Ristel-Hubert, qui avait été mon professeur d'histoire diplomatique, pour lequel j'avais fait un travail qui l'avait, semble-t-il, impressionné. Il m'avait donné une note très élevée, un rapport très favorable. Et lui-même était l'ancien ministre plénipotentiaire de France à Ottawa. Et il a terminé sa carrière comme professeur d'histoire diplomatique. Et en même temps, je dois reconnaître que j'ai eu plus qu'un professeur d'histoire, ayant été lui-même diplomate. Oui. Et c'est que j'avais un témoin en même temps. Je n'avais pas seulement quelqu'un qui a fait des fiches dans un fond. Mais est-ce qu'à ce moment-là, votre but, c'était de devenir tout simplement professeur d'histoire ou de Professeur devenir d'histoire à historien? l'université. Et historien, même pour moi, les deux. C'est comme je l'ai dit, un professeur, c'est un homme qui doit communiquer. Alors, il communique d'abord avec des étudiants, et puis il communique avec des lecteurs. Mais est-ce que vous deviniez déjà cette passion qui serait vôtre quelques années plus tard, par exemple, dans la recherche historique, dans l'engagement dans l'histoire? Oui, ben l'engagement, j'ai toujours eu. Étant instituteur, j'ai même proposé une grève en 1943. Et j'avais scandalisé tous mes confrères qui m'avaient accusé d'être un énergumène et un extrémiste. Une grève où? Chez les enseignants en 1943. Et ça n'avait pas marché. Ah non. Et puis alors, j'ai toujours, partout où je suis allé, je me suis engagé. Au collège, j'étais engagé.
J'ai déjà eu des accrochages violents avec le préfet de discipline, avec le supérieur, avec le principal de l'école normale, Jacques Cartier. Mais est-ce que c'était sur des questions idéologiques ou des... Non, des questions de bon sens. Ah bon. Ah, alors les questions idéologiques, c'est pas toujours les questions de bon sens. Non, pas toujours. Il y a une chose assez surprenante quand on essaie de suivre votre voie, là. On se rend compte que tout à coup, vous faites un doctorat en histoire aux États-Unis et vous vous spécialisez en histoire américaine. C'est très surprenant que Michel Brunet se soit, au début de sa carrière, spécialisé en histoire américaine. Je dois vous dire qu'étant jeune, le Canada et le Québec m'intéressaient plus ou moins. Pourquoi ça vous intéressait pas plus que ça? Parce que je communiais à ce que j'ai dénoncé plus tard sous le titre de globalisme. Et puis, comme historien, je l'expliquerai par le vieux masochisme du colonisé. Hein. Bon. C'est-à-dire que moi, c'était le vaste monde. Hein. Alors, je me rappelle, ce qui m'intéressait, c'était les relations internationales. J'étais passionné par les relations internationales, la guerre d'Espagne, la guerre d'Éthiopie. Enfin, ça, c'était... j'ai suivi, je lisais les journaux français sur les événements, toutes les bagarres entre les catholiques de droite et de gauche sur la question de la guerre d'Espagne, par exemple. Ensuite, la guerre d'Éthiopie, parce que la guerre d'Espagne a joué dans nos consciences un peu le rôle de la guerre du Vietnam aujourd'hui. Oui. C'est ce que je rappelle à mes étudiants. Et puis, remarquez ma thèse de maîtrise, c'était les relations du Canada avec les États-Unis. Le mémoire que j'avais remis au professeur Istel-Hubeck, qui l'avait tellement impressionné, c'était une étude sur la politique étrangère de la Russie entre 1880 et 1905. Et votre thèse de doctorat aux États-Unis? Ma thèse de doctorat aux États-Unis, c'est un problème d'histoire constitutionnelle et d'histoire intérieure de l'État du Massachusetts avant les années de la guerre de la sécession. Et puis, quand je suis revenu à l'Université de Montréal, j'étais titulaire de la chaire qui venait d'être créée en histoire des États-Unis. Et vous étiez toujours un internationaliste. Oui, et puis j'étais ensuite, j'en donnais un cours en histoire moderne, et pendant longtemps j'ai enseigné les relations internationales. Mais là ensuite, c'est que j'ai constaté une chose, c'est que les Américains n'avaient pas besoin de moi pour écrire leur histoire. Vous savez comment ils sont nombreux dans leur champ. Je m'en suis aperçu quand je suis venu pour choisir le sujet de ma thèse de doctorat. J'ai dû changer 3 ou 4 fois parce qu'il y en avait toujours un qui était dans les mêmes plates-bancs. Oui. Hein, bon. Alors, ici au Québec, à ce moment-là, vous aviez M. Frégault, qui était directeur fondateur de l'Institut d'histoire de l'Université de Montréal, qui était historien de carrière, M. Séguin qui commençait sa carrière, et vous aviez M. Trudel à Laval. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte quand même que si je voulais faire des recherches originales qui apportaient une contribution valable, bon, c'était pas en histoire des États-Unis. Alors, de ma thèse, j'ai sorti 2 ou 3 articles qui ont été publiés dans des revues américaines, et puis j'ai décidé de poursuivre mes recherches personnelles en histoire du Canada. Mais vous n'étiez pas plus passionné que ça par le sujet, au départ? Ben, au départ, oui, je dois avouer, oui. C'est quand j'ai eu mes contacts avec M. Frégault, qui était mon patron, et avec M. Séguin, qui était mon collègue et qui occupait le même bureau que le mien. Or, vous savez que M. Séguin, je l'ai toujours reconnu dans mes volumes, est l'homme qui a apporté un renouveau dans l'historiographie québécoise et canadienne, et pan-canadienne, je dirais même. Et alors là, à ce moment-là, j'ai eu avec lui des accrochages assez violents au début. Il a toujours dit que j'avais été son élève le plus souple et le plus docile. C'est parce que mon expérience de l'histoire des États-Unis, c'est que j'avais étudié aux États-Unis l'histoire du Sud. Et le Sud était une région conquise. Le Sud a développé lui aussi des mythes de consolation, des complexes. Et quand j'ai rencontré M. Séguin, avec son interprétation de notre histoire, et en appliquant, parce qu'il y a l'histoire comparée. L'histoire comparée, je crois, c'est ce qui est intéressant. Parce que si on ne fait pas l'histoire comparée, on ne comprend plus rien. Vous voulez dire comparer l'histoire de différentes nations? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que les collectivités humaines se ressemblent. Peu importe leur couleur, leur religion. L'homme est toujours là. L'homme est toujours là. C'est ce que toute mon étude de l'histoire m'a prouvé une chose, c'est que pour l'homme, il n'y a pas de siècle, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Il y a des problèmes d'hommes, c'est tout, vivant en collectivité. Or, ce que j'avais appris de l'histoire américaine et de l'histoire européenne aussi, et ce que lui-même m'a appris de l'histoire canadienne, c'est qu'à ce moment-là, il était si facile de me rallier
c'est que j'avais une information supplémentaire pour compléter. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Il a compris lui-même certains problèmes de notre histoire économique après 1760 en étudiant l'histoire économique des colonies américaines. Alors là, vous commencez à me faire comprendre comment il se fait que le pivot de tout votre travail d'historien, c'est la conquête. Oui, c'est 1760. 1760. Bon, mais je vois encore, je lisais un article dans le dernier numéro de la revue de sciences politiques, où l'auteur, tout en admettant jusqu'à un certain point notre interprétation, je dis nous, je pense à M. Séguin et à toute notre école, il parle de traumatisme psychique. Même s'il accepte notre point de vue, il ne l'a pas compris. Traumatisme qui aurait été causé par... C'est pas un traumatisme, c'est pas un traumatisme. Non, mais je dis qu'il y aurait. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas un traumatisme. Un traumatisme, on peut s'en guérir. C'est une situation de fait qui a été créée et qui modifie une évolution. Bon. Alors, naturellement, si je prends ce verre et je le jette par terre, il ne souffrira pas d'un traumatisme. Hein. Il y aura une autre carrière que celle qu'il aurait eue sur cette table. Il sera plus vert. Bon, c'est ça. Or, un groupe humain qui est dans une évolution historique et qui est rendu, disons, au point P, par exemple, je prends le groupe francophone dans la vallée du Saint-Laurent, alors, il était rendu au point P et qui, dans son évolution, aurait dû se rendre au point R, au point T, enfin, comme toute autre évolution d'un groupe qui est maître de son milieu, bien, à ce moment-là, il est conquis, un autre s'installe, c'est une autre colonisation qui commence. Bien, il ne va pas du point P au point R et au point T. Il se fixe. Et non seulement que ça, il va aller du point P au point O ou au point N. Il recule. Il recule, psychologiquement d'abord, parce que, écoutez, je vais vous donner simplement un exemple. Avant la conquête, vous avez un collège de Québec. Bon, un collège de Québec où se donne un enseignement comparable à celui qui se donne à Paris ou dans les meilleurs collèges d'Europe et de France. Bon. Et puis après la conquête, il n'y a plus de collège de Québec. Bon, voilà un exemple concret. Et le collège de Québec était une université embryonnaire. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas que le roi payait là 3 professeurs royaux qui avaient un système de bourse d'études payé par le roi ou le domaine de la couronne. Donc, je prends simplement cet exemple. Hein. Un collège où se donne un enseignement de niveau préuniversitaire et universitaire, avec des meilleurs professeurs comparables à ceux qui existaient dans les meilleurs collèges de France, avec des bourses d'études fournies par le Trésor public. Après la conquête, il n'y a plus de collège. Vous voyez bien qu'on est parti du point P et qu'on est rendu au point, je ne sais pas moi, D ou N. Bon. Et c'est là, quand les historiens parlent d'un traumatisme, bon, je sais avant la conquête qu'il y a des entrepreneurs. Je sais qu'il y a des millionnaires qui font... Ils me répondent, ils ont fait de leur argent dans des contrats de guerre. Ben oui, puis j'en connais d'autres aussi, hein, qui ont fait de l'argent dans des contrats de guerre. Ça continue. On fait du moralisme, et ça continue. Ben, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Bon, et combien de millionnaires nous avons créés durant la dernière guerre au Canada. Bon, mais quand des historiens se mettent à faire du moralisme au lieu de faire de l'histoire, ben, c'est qu'on a un lot de curés égarés en histoire encore. Hein, des curés laïcs, c'est encore pire que des curés. Hein, bon. Et je l'ai dit que certains historiens, je ne les nommerai pas, continuent à faire dans leur histoire pseudo-économique du moralisme de nos retraites de collège d'il y a 25 ans. Mais ceux-là vous reprochent quelquefois d'être un historien passionné, c'est-à-dire un historien trop engagé. Oui, moi, j'ai dit tantôt, il y a le bon sens. Et pour le bon sens, je suis prêt à aller sur le bûcher. Tandis que eux, justement, c'est que dans le... De même, je suis allé plus loin que ça. J'ai tenu un séminaire à l'Université de Toronto, portant justement sur un historien qui n'admet pas ces conséquences inéluctables, fatales de la conquête. Et vous savez que cette école laisse entendre que moi-même et mes collègues, nous partons de la problématique nationaliste. Bon. Or, je ne parle pas de la problématique nationaliste, je parle simplement du bon sens, c'est tout. Bon. Or, j'ai même soutenu à ce séminaire, devant des étudiants en doctorat, que les historiens nationalistes, ce n'est pas moi. Ce sont ceux-là. Et j'ai dit, relisez leur volume. C'est que dans le fond, et je vous conseille de faire la même expérience, ils reprochent à nos ancêtres de ne pas avoir vaincu les Anglais après la conquête sur le terrain économique. Et pensez à ceux, si vous n'en avez jamais lu, et j'ai dit dans mon séminaire, les nationalistes, ce sont eux et non pas moi. Moi, je raconte ce qui s'est passé.
Je ne dis pas que c'est la faute des Anglais, je ne dis pas que c'est la faute de mes compatriotes. Je dis, placé dans telle conjoncture, voici ce qui est arrivé, c'est tout. Et lisez-moi, c'est ce que je raconte ce qui s'est passé, c'est mon job. Bon. J'ai dit, eux, lisez entre les lignes, dans le fond, ils reprochent à nos ancêtres de ne pas avoir vaincu les Anglais sur le terrain économique. Et repensez ce qu'ils disent. Ils vont dire, ah, c'était des individualistes. C'est la faute des curés, c'est la faute des collègues. Des artistes. Bon, c'est des artistes, il n'y avait pas. Alors que, j'ai dit, les nationalistes, ce sont eux. Et à ce moment-là, il y avait 2, 3 étudiants, parce qu'il y en a toujours plus brillants que les autres, qui eux avaient compris. Ils ont dit, c'est vous qui avez raison. Ça, c'est à Toronto. Là, ils ont compris. Ils ont compris qu'en somme, le nationaliste, c'est celui qui refuse l'histoire qui s'est passée, avec l'idée qu'elle aurait pu se passer autrement. Alors à ce moment-là, son idéologie l'amène à vouloir modifier l'histoire vécue. Et je viens d'écrire un article récemment, justement, dans un cahier de l'Université du Québec, où je parle de l'histoire vécue, une histoire enseignée. Je ne puis raconter que l'histoire vécue. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, alors, des collègues au Canada anglais m'avaient fait remarquer que dans notre histoire, nous parlons des ouaves pontificaux, par exemple. Hein. Alors, il y en a qui m'ont dit, bon, mais nous parlons de l'histoire que nous avons vécue. J'ai dit, vous autres, vous allez parler de la reine Victoria, vous allez parler des Canadiens qui ont participé ou qui ont été décorés par Sa Majesté, ou qui ont participé à la guerre des Boers, ou qui sont allés dans un régiment en Inde, etc. Bon, ben, c'est l'histoire que vous avez vécue, je ne vous la reproche pas. Eh bien, nous racontons l'histoire que nous avons vécue. Mais si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui vient vous dire qu'il est né dans une famille de millionnaires, qu'il a voyagé autour du monde, etc., et vous découvrez qu'il est né dans un taudis, et le plus loin qu'il soit allé, c'est à l'île Sainte-Hélène, ben, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, il n'est pas sérieux. La même chose, l'historien qui va essayer de bâtir un passé qui n'est pas le passé que nous avons vécu. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui souhaitent, il y en a, que ce soit exactement la même histoire que l'on enseigne aux Canadiens anglais et aux Canadiens français? Ça ne peut pas être la même histoire, puisque ce n'est pas le même itinéraire. Non, mais ceux qui vous répondent, il y a un Canada où il y a des Canadiens français ou des Québécois, etc., où il y a des anglophones, certains d'origine anglaise, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un tableau de cette réalité à travers l'histoire? Oui, vous pouvez donner le tableau de la réalité. Et exact et précis. Oui, mais je l'ai dit, le jour où les historiens, moi je l'ai dit, et je me rappellerai toujours la remarque de M. Frégo à ce sujet, on parlait du manuel unique. Ben, je suis bien prêt à l'admettre, à condition qu'il soit bon. Bon. Alors, à ce moment-là, il y a 2 itinéraires. D'abord, remarque une chose. Il y a quelques années, les historiens n'employaient pas le mot conquête. Fouillez les vieux volumes, on parlait de la cession. Bon, exactement comme pour les Acadiens, on ne parlait pas de déportation, on parlait de grand dérangement. Simplement le choix des mots. Pourquoi pas voyage? Hein? Bon, simplement dans le choix des mots, il y avait le refus des faits. Et ça, n'importe quel psychologue va vous dire que c'est un élément de faiblesse. Hein? Comme l'enfant qui n'ose pas identifier quelque chose et qui va lui donner un nom pour, ensemble, l'amadouer. Un peu comme celui qui ignore les événements de la nature et qui leur donnait toutes sortes de noms. Bon, ça, c'est constant. Or, chez nous, on n'osait pas de parler de conquête. Parce que parler de conquête, ça voulait dire porter un jugement de valeur et ça pouvait provoquer l'occupant. Pas plus que le colonisé pouvait dénoncer le colonisateur. En somme, l'historien ne voulait pas devenir séditieux. Non, c'est ça. Bon. Alors, remarquez que depuis quelques années, quand nous avons commencé à employer le mot conquête, je lisais encore une revue, le dernier numéro de la Canadian Historical Review, et bien, tout le monde maintenant emploie le mot conquête et conquest. Bon. Et la plupart des historiens sérieux du Canada anglais, bon, maintenant, l'admettent. Bon. Seulement, si vous prenez les dernières études, vous comparez, par exemple, je nommerai pas d'historien, mais je compare certains manuels publiés récemment. Il est évident, quand vous lisez les pages, que prenez des manuels publiés depuis 1963 à peu près. Quand ils arrivent à la période de la conquête, tous les derniers manuels publiés au Canada anglais, si vous comparez ce qui se publiait avant 1960, essaient de cerner ce problème de la conquête. Bon. Est-ce que c'est possible qu'un jour vous vous rejoigniez? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Les Canadiens anglais et... J'en suis convaincu. Exactement, c'est l'exemple que je donne dans mes séminaires. Rappelez-vous tout ce qu'on a pu dire, par exemple, en médecine. Bon. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire en chimie ou en physique. Rappelez-vous simplement pour la loi de la combustion. Bon. Tout ce qu'on a pu dire avant Lavoisier. Bon, rappelez-vous qu'Aristote disait que la nature avait horreur du vide. En fait,
toutes les sottises qu'on a pu dire en sciences. Et des hommes quand même compétents. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans peut regarder Aristote et dire « Ah, Aristote est un imbécile ». Bon, parce que lui, à 12 ans, il est assez plus long qu'Aristote en physique. Ça ne veut pas dire qu'Aristote était un imbécile, mais n'empêche qu'Aristote a cru des choses. Pensez au phénomène de la circulation du sang avant Harvey, par exemple, avant le 17e siècle. Bon, on a dit des gens beaucoup plus intelligents que n'importe lequel d'entre nous ont cru des choses qui sont absolument absurdes. Or, je soutiens qu'en sciences de société, qui en sont à leur premier balbutiement, les sciences de société en sont où on était la médecine peut-être il y a 2 siècles. Bon, en médecine, il y a 2 siècles, on pouvait dire n'importe quoi. Les gens mouraient plus vite. Bon. Alors, donc, c'est qu'à notre époque, moi je soutiens qu'en sciences de société, nous allons graduellement nous approcher à des définitions qui seront reconnues par tous les hommes de science qui, à ce moment-là, ne font pas de propagande. Bon. Exactement comme en médecine. Prenez, quand le docteur Grondin a reçu à Montréal les spécialistes de la chirurgie cardiaque, qu'ils viennent de l'Afrique du Sud, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent d'Allemagne ou de Grande-Bretagne, les mêmes mots voulaient dire la même chose. Or, je suis convaincu qu'en sciences de société, le jour où les gens voudront se libérer de certains engagements idéologiques, et les pires, ce sont ceux qui prétendent ne pas en avoir. À ce moment-là, les mêmes mots voudront dire la même chose. Et comme je l'ai déjà dit, une conquête est une conquête, qu'elle soit faite par des Anglais, par des nazis ou par d'autres. Je sais maintenant qu'elle peut y avoir différentes conquêtes. Ah, bon, là j'admettrai qu'une conquête par les nazis, une conquête par les soviétiques, une conquête par un peuple barbare, une conquête par un peuple civilisé, une conquête par un peuple... Il y a des différences. Oui. Bon, ça, je suis parfaitement d'accord. Bon. Deux groupes civilisés qui se rencontrent. Bon, je l'ai déjà dit, si les Indiens écrivaient une histoire du Canada, c'est bien évident que ce n'est pas exactement celle que nous écrivons. Bon, bon. Mais n'empêche que si nous essayons d'être objectifs, c'est que l'historien qui écrit une histoire du Canada et qui doit parler des Indiens est obligé de dire ce que l'homme blanc fait subir aux Indiens. Bon, rappelez-vous autrefois nos manuels. Alors, je me souviens être allé enseigner au Collège Sainte-Marie il y a quelques années, et je me rappelle d'avoir ouvert le manuel de l'époque, et je fais lire un élève. Alors, les Indiens étaient orgueilleux, sensuels, gourmands. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce manuel de votre enfant. Et c'est pour vous montrer. Alors, je vois un élève, j'étais en classe de belles lettres, l'élève lisait, toute la classe écoutait. Personne n'osait éclater de rire. Et tout le monde était convaincu que c'était vrai. À un moment donné, j'ai dit aux élèves, connaissez-vous des gens qui ne sont pas indiens, mais qui sont orgueilleux, rancuniers, gourmands et sensuels?